Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Nous sommes le lundi 17 septembre. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. Il est le premier maire marcheur de Saint-Quentin en Yvelines. Stéphane Mirambeau a annoncé son ralliement à la République en marche. L'édile de Villepreux pourrait se présenter sous l'étiquette présidentielle dès les prochaines élections municipales de 2020. Explications et réactions dans cette édition. L'AS Montigny-le Bretonneux est voisin FC au 4e tour de la Coupe de France de football. Ils font partie des 14 clubs yvelinois qualifiés. Et les Igny-Montins notamment ont éliminé Choisy-le-Roi, une équipe évoluant en 3 divisions plus haut. Ce résultat et bien d'autres encore à suivre dans la chronique sport. Et puis les journées européennes du patrimoine se sont clôturées hier. De nombreuses sorties étaient proposées à Saint-Quentin en Yvelines et aux alentours. On fait le point en reportage et sur ce plateau avec notre invité Jean-Manuel Charot, administrateur du château de Breteuil. Et puis nous parlerons également de l'Estaca tout à l'heure. L'école d'ingénieurs à Montigny-le-Bretonneux se fixe de nouvelles évolutions en cette nouvelle rentrée. Emmanuel Macron dans les Yvelines, il est venu samedi matin à Bougival, à la Villa Viardot. Retenu parmi les 18 sites prioritaires, l'ancienne demeure de la cantatrice Pauline Viardot va être aidée grâce au loto du patrimoine. Le président de la République a d'ailleurs remis samedi un chèque de 500 000 € signé par la Française des Jeux. De gros travaux de sécurisation sont prévus à la Villa, fermée depuis 3 ans au public. Montant total 3 millions d'euros estimés. Le lieu devrait rouvrir début 2020 avec un projet d'envergure le Centre européen de la musique avec la maison voisine de Bizet. À 2 ans des élections municipales, le maire de Villepreux a donc officialisé son ralliement à la République en marche. Élu sur une liste d'hiver droite depuis 2008, Stéphane Mirambeau est aussi vice-président en charge des finances à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et il souhaite rester dans la majorité de droite intercommunale. Les détails avec Nicolas Dandry. C'est le premier maire saint-quentinois à rejoindre le parti d'Emmanuel Macron. Stéphane Mirambeau a rendu public son adhésion à la République en marche, un ralliement effectif depuis avril 2017, mais le maire de Villepreux a choisi délibérément son timing. J'ai attendu d'officialiser ce ralliement à un moment particulier. Certains me disaient qu'il ne fallait pas le faire parce qu'Emmanuel Macron baissait dans les sondages. Moi, je pense justement que c'est au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il faut soutenir l'action du gouvernement, être un véritable relais, expliquer qu'il faut une Europe forte et ne pas justement défendre le repli sur soi comme certaines listes vont sûrement le faire. La deuxième raison, je veux soutenir Emmanuel Macron dans ses réformes. Le pays mérite vraiment et a besoin d'être réformé. Maire de Villepreux depuis 2008 sur une liste d'hiver droite, réélu en 2014 dès le premier tour avec plus de 63% des voix, Stéphane Mirambeau suit les valeurs d'une droite humaniste, sociale et ouverte. Membre de la majorité de Saint-Quentin en Yvelines, il est vice-président en charge du budget, sous une présidence de rassemblement voulue par Jean-Michel Fourgousse. Moi je dirais, écoutez, dans la mesure où il ne met pas en cause la majorité, moi il peut garder son poste. Il faut quand même que nos élus se sentent très libres. Et moi, vous savez, j'ai toujours les gens qui m'ont suivi, moi ils ne me suivent pas par soumission, ils me suivent par adhésion. Prochaine étape pour Stéphane Mirambeau, le soutien de la liste LREM pour les européennes, avant de s'engager pleinement dans sa candidature pour les élections municipales en 2020. Cette école d'ingénieurs est basée à Saint-Quentin en Yvelines avec un campus implanté à Montigny-le-Bretonneux. Et en ces premières semaines de septembre, l'Estaca évolue. Pour en parler avec nous, Catherine Forveille, avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du département communication et marketing à l'Estaca. On va parler de ces évolutions dans un instant. D'abord, présentons cette école d'ingénieurs qui est spécialisée dans les domaines des transports, mobilité, automobile, aéronautique et spatiale. C'est un secteur porteur, ce secteur des transports ? Alors tout à fait, on a la chance effectivement d'être sur un secteur avec beaucoup d'enjeux pour demain, avec des transports qu'il faut renouveler dans une problématique des développements durables que tout le monde connaît. Donc effectivement, c'est un secteur qui recrute beaucoup d'ingénieurs, avec beaucoup de beaux défis à relever pour les jeunes qui s'engagent dans cette voie-là. Donc on recrute pas mal d'étudiants passionnés souvent. C'est une école qui est accessible dès après le bac ? Tout à fait, c'est une école qui recrute après le bac, donc la majorité des étudiants à l'Estaca arrivent après une terminale S ou une terminale STI 2D. Alors on a quelques possibilités d'admission, ce qu'on appelle nous les admissions parallèles, donc pour une entrée en 2e, 3e ou 4e année, quand on a déjà commencé un cursus soit de classe préparatoire, soit à l'université, avec des passerelles possibles, mais le flux majoritaire arrive de terminale. Et j'aimerais rappeler que c'est
une école d'ingénieurs qui s'adresse aux garçons et aux filles. Il y a une vraie problématique de recrutement de femmes ingénieurs dans nos domaines des transports. Donc les entreprises font un appel aux filles pour qu'elles viennent nombreuses aussi à l'Estaca. Le message est passé. Ces formations, elles se font en 5 ans sur ce campus de l'Estaca ? Tout à fait. Donc c'est des formations en 5 ans, avec les 2 premières années forcément un cycle plutôt avec des matières générales, mathématiques, physique, mécanique, et puis qui se spécialise petit à petit. La filière, ce que nous on appelle la filière transport, c'est-à-dire le choix de faire plutôt aéronautique et spatiale, plutôt ferroviaire, plutôt automobile, se fait dès la 2e année. Et puis après, les étudiants, pendant 4 ans, se spécialisent sur cette filière qu'ils ont choisie, avec toujours un tronc commun. Donc ces filières, ce sont finalement les différentes formations qui sont proposées par l'Estaca ? Voilà, qui sont les 4 domaines que vous avez cités, automobile, aéronautique, spatiale et ferroviaire. Alors c'était la rentrée récemment à l'Estaca. Combien d'élèves l'école accueille-t-elle cette année sur son site de Saint-Quentin en Yvelines ? Alors on a accueilli au total 2140 élèves et 1500 sur le site de Saint-Quentin en Yvelines à Montigny. Est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants ? Alors on est au total c'est 360 nouveaux admis, dont 200 environ à Saint-Quentin. Est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce que vous avez plus d'étudiants qui rentrent à l'Estaca cette année ? On a davantage de candidats, l'Estaca attire, oui. Mais nous, on essaie de rester sur des groupes relativement stables, donc on est en évolution constante, mais il n'y a pas une grosse augmentation cette année. On disait une admission après le bac, c'est-à-dire que ces étudiants sont passés par la case Parcoursup pour venir à l'Estaca ? Tout à fait, ils sont passés par la case Parcoursup, ça s'est relativement bien passé pour nous. Voilà, on avait beaucoup de candidats, donc non, ça s'est relativement bien passé. Nous, on est satisfait en tout cas du recrutement qu'on a fait, avec un taux de mention bien et très bien qui est très fort cette année. On est au-delà de 85% d'élèves qui rentrent avec une mention bien ou très bien. 3 évolutions majeures pour l'Estaca en cette rentrée 2018. Alors, il y a d'abord le déploiement d'un centre d'ingénierie pédagogique d'évaluation, ce qu'on appelle un CIPE. Ça sert à quoi ? Alors, en fait, à l'Estaca, on est toujours dans l'innovation au niveau de la pédagogie. Et donc, on a mis en place, il y a déjà 2 ans maintenant, ce qu'on appelle la pédagogie inversée. L'objectif est de rendre l'étudiant acteur de sa formation. Ce qui veut dire c'est qu'il faut que ce qui se passe en cours, ce soit anticipé. Et donc, un environnement d'apprentissage numérique a été mis en place, avec la possibilité pour l'élève de trouver en ligne des supports de cours, des vidéos, des tests, de manière à aborder le cours avant d'avoir l'enseignant qui le lui délivre, de manière à s'auto-évaluer pour savoir quelles sont les difficultés qu'il rencontre, et de manière à ce qu'il arrive en cours en ayant déjà des questions à poser, en sachant les difficultés qu'il va rencontrer. Donc il y a de nouvelles pratiques pédagogiques. Voilà, donc c'est dans le cadre de ces nouvelles pratiques pédagogiques que le CIPE a été mis en place et va se développer cette année, avec également un objectif d'améliorer l'évaluation des étudiants. Donc le E de CIPE, c'est pédagogique et évaluation, de manière à améliorer l'évaluation et aussi de voir comment faire évoluer encore les pratiques. Dans cette thématique de la pédagogie, il y a également une autre évolution, c'est l'amélioration de l'encadrement pédagogique, et vous avez renforcé cette année votre équipe pédagogique. Tout à fait, parce qu'on s'est rendu compte que quand même la marche entre la terminale et l'enseignement supérieur, elle est haute pour certains élèves. Donc l'objectif, c'est de mieux encadrer les élèves, notamment quand ils arrivent en première année. Donc on a réduit ce que nous on appelle les cohortes, c'est-à-dire les groupes élèves. Ils sont normalement maximum 50 par groupe. Et donc pour accompagner ces groupes plus petits, on a recruté des enseignants et aussi ce que nous on appelle les responsables de filière qui coordonnent les enseignements sur chaque dominante, donc aéronautique, automobile, ferroviaire, espace. Dernier axe d'évolution, il nous reste un peu moins d'1 minute, c'est développer de nouveaux partenariats à l'international. Ça veut dire que l'Estaca le faisait pas ou le faisait pas assez, en tout cas ? On le fait depuis longtemps. L'expérience internationale, elle est obligatoire pour tous les étudiants. Là, on a signé des nouveaux partenariats à l'international, ce qui permet d'ouvrir le portefeuille et le champ des possibles pour partir pour nos étudiants. Et puis, il y a un autre axe qui est l'accueil des étudiants étrangers. Et là-dessus, on a développé une formation bidiplômante avec l'Inde pour permettre à des étudiants indiens de se former 3 ans en Inde, puis de venir à l'Estaca avec un programme qu'on a conçu ensemble pour les années où ils sont en Inde. Et on peut retrouver bien sûr toutes ces informations sur l'Estaca, l'actualité également de cette école sur son site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Catherine Forveille d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes responsable du département communication et marketing à l'Estaca. Le sport, la Ryder Cup 2018, c'est dans presque une semaine au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. D'ici là, nous vous proposons chaque jour de découvrir le parcours de la compétition. Ce soir, présentation du trou numéro 1, lieu incontournable qui sera entouré par une super tribune de 6800 places. Découverte avec Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude.
Bienvenue, donc là on est au départ du trou numéro 1 de l'Albatros, donc parcours qui va accueillir la Ryder Cup à la fin du mois. Et on a commencé bien évidemment par le trou numéro 1. Trou numéro 1 qui va être un endroit quand même assez particulier parce que premier coup, parce que je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir, mais vous avez là derrière des tribunes qui sont les plus grandes construites sur aucune des Ryder Cup précédentes. Il va y avoir un peu plus de 6000 spectateurs, donc la pression du public et la pression de ce trou qui est également un trou qui est assez difficile à jouer, hein, selon même les mots de Sergio Garcia, qui est un des trous les plus difficiles sur les tournois des circuits européens, avec de l'eau assez accueillante sur la partie gauche du fairway et sur la partie droite du fairway, un rough qui peut être très pénalisant si toutefois la mise en jeu était lâchée un petit peu trop à droite. Là ici on est sur la retombée, on va dire idéale de ce trou numéro 1. Donc là, admettons qu'on ait fait une mise en jeu idéale, ici le coup suivant reste quand même assez délicat à jouer. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un green qui est construit vraiment tout en largeur, d'accord, avec assez peu de profondeur. Donc il va falloir choisir le bon club parce que si le coup est trop court, bien évidemment le joueur sera pénalisé par l'obstacle d'eau qui est devant. Si le coup est trop long, il y a deux magnifiques bunkers qui attendent les balles. Donc là on est sur le green du trou numéro 1, green sur lequel on a engagé des travaux en amont de la Ryder Cup. Ça peut être très délicat s'il a loupé le green, s'il est dans le bunker ou dans le rough, parce que la balle pour l'arrêter sera difficile à arrêter avec bien évidemment la punition de l'eau qui sera derrière. Et ensuite parce qu'en fait il y a des pentes qu'on ne voit pas forcément beaucoup sur ce green là, donc un green assez traître. Sinon, mis à part cela, les positions de drapeau les plus faciles seront les positions à l'entrée parce que là, les pentes sont quand même relativement molles. Mais il n'empêche que très honnêtement, la difficulté dans l'attaque de green, ça sera d'éviter les deux bunkers, d'éviter ce rough où il sera impossible d'arrêter une balle qui, si malheureusement elle est mal touchée, finira dans l'eau. Et en attendant la Ryder Cup, la première manche de la Wyner Cup s'est déroulée jeudi dernier à Elancourt. C'est une compétition œnologique mettant aux prises non pas les joueurs de golf, mais les vignobles américains et européens. Une opération à l'occasion de repas de gala organisée par le réseau Art Partage et au profit de l'association Andy Golf. Le principe, les participants dégustent tout au long de la soirée 6 vins à l'aveugle et doivent les départager. Ensuite, avec modération bien sûr, le vainqueur sera désigné au bout de 3 manches. Les propos sont collectés par Patrick Jacques de Dixmude. Je trouve l'idée originale, agréable, et puis elle permet aussi un des atouts du golf, de réunir beaucoup de gens dans la convivialité. Et donc à nouveau plein de bonnes raisons de venir. À l'aveugle, je veux vous dire, ça va pas être évident. Tout le monde va ramer, mais l'Europe va gagner, c'est évident. On va pas se faire battre par les Américains quand même. Raté, en tout cas pour cette fois, ce sont les États-Unis qui ont remporté la première manche de cette Wyner Cup. Prochain round, les 20 et 27 septembre prochains. Le week-end a une nouvelle fois été riche en actualités sportives dans les Yvelines. Pour nous présenter ses principaux résultats yvelinois, c'est une habitude désormais le lundi dans le journal. Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory, je suis ravi comme à chaque fois de vous retrouver le lundi. Et moi également, alors vous êtes le journaliste sport de cette rédaction, Mickaël. On jouait notamment le 3e tour de la Coupe de France de football ce week-end. Oui Grégory, on le répète chaque année, la Coupe de France fait rêver tous les footballeurs français. Cette compétition permet de voir des scénarios rocambolesque. Ce week-end, la magie a opéré du côté de Montigny-le-Bretonneux. Les Igny-Montins, qui évoluent en 2e division de district, ont réussi à renverser la Montagne Choisy-le-Roi, une équipe de R2, 3 divisions au-dessus. Le score 0-0 et 5 tirs au but à 3 pour Montigny-le-Bretonneux. On écoute les réactions au micro de notre journaliste Marilène Yapichino. On est hyper content. Franchement, j'ai pas trop les mots parce que c'est la première fois que je vis cette sensation-là. Et du coup, très heureux. Le mot principal qu'on retient, c'est heureux. On a été solidaires et c'est ça le foot. On avait quand même l'objectif de se qualifier. On savait que ça serait pas facile, mais au moins on ne voulait pas jouer juste ce match. On voulait chercher à se qualifier. Et voilà, les joueurs ont fait les efforts nécessaires. Ils ont été courageux et solidaires pour pouvoir aller au bout.
Encore un grand bravo à Montigny-le-Bretonneux. Tour d'horizon à présent des principaux résultats de ce 3e tour de Coupe de France. Versailles, qui évolue en N3, n'a eu aucun mal à s'extirper du piège tendu par le club d'Ormesson. Une équipe de D2, score final à 6-0. De son côté, le Chénet a failli réaliser l'exploit contre Bagneux, mais s'incline 3-2. C'est terminé également pour Bois d'Arcy et Bailly-Noisy, 2 équipes de D2. Enfin, l'aventure continue pour Vélizy qui s'impose face à Asnières et Voisins-le-Bretonneux qui domine Sèvres 1-0. Au total, il y aura 14 clubs des Yvelines au 4e tour. Rendez-vous le dimanche 30 septembre prochain. Et bravo à tous nos Yvelinois. Alors, il y avait aussi du handball ce week-end, Mickaël. Vous êtes incollable, Grégory, sur l'actualité sportive. Pour sa première apparition de la saison dans le championnat de National 3, Plaisir s'est imposé de justesse sur le terrain de Montfermeil sur le score de 25-24. En quête d'une montée cette saison, les Plaisirois se retrouvent 4e après cette victoire. Pour tenter de prolonger cette bonne dynamique, Plaisir tentera de remporter sa 2e victoire samedi soir prochain sur le terrain de Saint-Michel Sport. On termine par du basket. Est-ce que vous aimez les festivals offensifs, Grégory? Oui, plutôt. Alors, c'est le gros score du week-end dans les Yvelines. Le club de l'ESC Trappes n'a pas fait de détails ce week-end dans le championnat de National 3. Les trappistes ont pleinement réussi leur entrée en lice en s'imposant. Regardez bien le score, Grégory, 112-53 sur leur terrain contre Séguinière Saint-Louis Basket. Une véritable démonstration, résultat qui permet évidemment aux trappistes de prendre déjà la tête du championnat. Merci Mickaël pour ce tour d'horizon et encore plus de résultats sportifs à suivre. On vous retrouve dans quelques instants pour votre émission. Grégory. Vous êtes aux manettes du 7-8 Sport, c'est tout à l'heure sur cette chaîne TV78. Sera-t-il l'arbre de l'année au Clé-sous-Bois? Le platane du parc de Diane représente l'Île-de-France au 6e concours de l'arbre de l'année. Planté il y a 5 siècles d'une hauteur de 30 mètres, il fait partie des 15 finalistes de Métropole et des Dom-Tom. L'arbre de Diane est depuis 2000 classé comme remarquable et doit son nom à son instigatrice, Diane de Poitiers, favorite du roi Henri II. Vous avez jusqu'au 10 décembre pour voter sur le site du concours de l'arbre de l'année. Ce week-end d'ailleurs, c'était les 35e journées du patrimoine. Peut-être vous êtes-vous laissé tenter par les 43 rendez-vous saint-quentinois, découverte de coulisses, visite d'expositions ou encore plongée dans l'histoire. Marilène Yapichino et vous, Mickaël Elmidoro, êtes allés sur 2 rendez-vous. Regardez. À Trappes, c'était une visite éclair, mais non moins chargée d'histoire, avec une participante inédite. Josette est fille de cheminot, elle a grandi dans cette cité. D'un bout à l'autre des Dancy, c'était que des enfants qui jouaient. Voilà, c'est tous les souvenirs qui reviennent, les bons et les mauvais. Il n'y a pas toujours que des bons dans la vie. 87 ans d'histoire présentés par Mémoire de Trappes, les Dancy se créent avec l'arrivée des chemins de fer et au déploiement du triage. C'est un habitat qui a été conçu spécialement pour eux et qui est issu un peu de pas mal de courants architecturaux et puis courants hygiénistes aussi qui vont se déployer entre les 2 guerres. C'est un artiste qui a beaucoup travaillé pour Saint-Quentin en Yvelines. Son style, c'est un style figuratif comme vous pouvez le voir et c'est composé en fait de 12 éléments à peu près. Les œuvres de Denis Mondineux, décryptées, expliquées. Pour sa balade patrimoniale, le musée de la ville s'est placé sous le signe de l'Europe. Il faut imaginer que Saint-Quentin en Yvelines, du temps de la ville nouvelle, du temps de l'édification en fait de cette ville, était un véritable champ, une page blanche pour tous ces artistes et ces architectes qui venaient collaborer à l'édification de cette ville nouvelle. L'art public était associé dès le départ de la création de la ville nouvelle sur Saint-Quentin en Yvelines. Martha Pan, Denis Mondineux ou encore Massimiliano Fuxas ont été mis à l'honneur. Une dizaine de curieux a ainsi pu découvrir les problématiques de la conservation et la préservation d'une œuvre. Très surpris parce que je passe régulièrement, mais effectivement, j'ignorais tout ce qui se passe derrière et tout ce qui est autour de la restauration et de l'entretien des œuvres. Ça m'a bien fait découvrir mon territoire, parce que vraiment il y a des endroits que je ne connaissais pas du tout. Pour ces journées européennes du patrimoine, une trentaine de lieux ont ouvert leurs portes le temps d'un week-end. On élargit la zone géographique, mais on continue de parler de ces journées européennes du patrimoine avec mon nouvel invité Jean-Emmanuel Charot. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes l'administrateur du château de Breteuil, vous êtes le cousin du marquis de Breteuil. Alors, votre site, comme d'autres qu'on a vus dans cette édition, votre site a participé à ces journées européennes du patrimoine. C'était un programme assez riche qui était proposé hier. Visite guidée du château, des scènes de contes, présence de conteuses et également un grand bal Napoléon III. La météo était au rendez-vous, il faisait beau hier. Est-ce que les visiteurs sont venus? Les visiteurs sont venus très nombreux. Et je crois que le bal a effectivement attiré beaucoup de monde. C'est tous les ans, à l'occasion des Journées du patrimoine, un grand bal qui attire et qui plaît à énormément de personnes. L'association Carnet de Bal vient avec entre 50 et 70 danseurs, tous costumés. Et il y avait des crinolines absolument magnifiques et des uniformes très beaux aussi hier. Et les danseurs invitent les visiteurs qui souhaitent apprendre quelques pas de danse, les valses, les polkas, comme on les dansait à l'époque de Napoléon III. Parfois, c'est une autre époque que Napoléon III d'ailleurs, mais hier, c'était un bal Second Empire. Et donc, les visiteurs sont invités à participer sur le parquet, à danser avec les professionnels, ou semi-professionnels. Est-ce que ces journées du patrimoine, on imagine une bonne occasion de lancer la rentrée et l'automne au château de Breteuil? Est-ce que c'est aussi primordial pour votre site, ces journées du patrimoine? Oui, parce que beaucoup de visiteurs profitent de ces week-ends-là pour sortir avec les enfants, leur faire découvrir le patrimoine de leur région. Souvent, le château n'est finalement qu'à 15-20 km de chez eux, mais c'est l'occasion de venir. Même si Breteuil est ouvert tous les jours, toute l'année, ça reste en tout cas parfois une amorce. Donc, et ça donne l'envie, bien sûr, de revenir à toutes les saisons. Il y a des très belles décos de Noël, on fait des grandes fêtes pour Pâques. Donc, ça donne l'idée aux familles et l'envie de venir. Bonne journée du patrimoine. Est-ce que l'été, la saison estivale a aussi été bon pour le domaine de Breteuil, le château de Breteuil? Il a fait très chaud. Est-ce que ça a peut-être refroidi les visiteurs? L'été a été correct compte tenu de deux éléments. Effectivement, la Coupe du Monde déjà qui est... Au début de l'été, ralentissait un petit peu l'activité touristique. Et puis, effectivement, la grosse chaleur qui a découragé, je pense, certains. Alors que dans le château, il faisait très frais. Mais bon, voilà, dans le parc, c'est vrai. Dans le parc, il faisait évidemment un peu plus chaud. On a même eu des annulations de centres de loisirs qui ne souhaitaient pas sortir les enfants par ces grosses chaleurs. Donc, voilà, une légère baisse, effectivement, de fréquentation, mais dans l'ensemble, l'été a été très correct. On le sait, c'est un site familial, le château de Breteuil, avec son château, bien sûr, ses jardins, ses scènes de contes. Là, dans les prochains mois, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater au château de Breteuil? Alors, il y a plusieurs dimanches à l'automne qui vont être des temps forts. Le 30 septembre, il y a une pièce de théâtre, La Belle et la Bête. Elle a déjà été jouée le 1er juillet et elle a été très très applaudie. Donc on a cette deuxième représentation le 30 septembre. Le 14 octobre, il y aura... la pièce de théâtre, c'est le 14 octobre. C'est le 14 octobre. Oui, pardon. Le 30 septembre, ce sont les escrimeurs, des spectacles d'escrime artistique dans le parc, dans la cour des écuries, dans la cour du château ou autour du miroir d'eau dans les jardins à la française. Il y a des petites scènes de cap et d'épée et là aussi ce sont des démonstrations un peu comme des leçons d'escrime et ça passionne les visiteurs, pas que les petits garçons. Tous les visiteurs. Et tout ce programme, on le retrouve bien sûr sur le site internet du château de Breteuil. Voilà. Et puis alors, les deux vrais temps forts, ce sera les 2 premiers week-ends des vacances de Toussaint. Un premier week-end, donc le 20 et 21 octobre, 5 compagnies vont reconstituer des événements historiques militaires et nous aurons 5 périodes représentées. Ça va des Templiers jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la bataille de Fontenoy ou les grenadiers de Napoléon. Tout ça va tirer du canon, défiler, sonner du clairon. Il campe, il va y avoir le bivouac, donc il y a aussi les cantinières, les feux de camp. Donc ça, sur deux jours, ce week-end, ça va être très riche, historiquement parlant. Et puis le week-end du 27-28 octobre, nous aurons une grande expo Playmobil dans l'orangerie du château de Breteuil. Énormément de Playmobil, environ 300 personnages qui vont reconstituer des scènes d'histoire et des scènes de contes de Perrault. Merci Jean-Emmanuel Charot d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie. Administrateur du château de Breteuil à Choiseul. Merci. Nous restons dans la vallée de Chevreuse pour refermer ce journal avec un autre site. C'est le château de la Madeleine qui a attiré également les curieux en ce week-end des journées du patrimoine. Sur place, les visites se font entre histoire et botanique, découverte avec Jules Colly. Construit entre le XIe et le XIVe siècle sur les hauteurs de Chevreuse pour contrôler la voie Paris-Chartres, le château de la Madeleine attire aujourd'hui de nombreux curieux. Guidés par Stéphane Loriot, petits et grands découvrent une période passionnante abordée sous différentes facettes.
On a fait de la botanique, on a parlé de vie, de vie quotidienne en termes de que mange-t-on, comment dormait-on, comment on bataillait, comment on se soignait, etc. Et on a compris que le Moyen-Âge est une période extrêmement riche, que ce sont des renaissances successives, et que la vie quotidienne au Moyen-Âge, ça nous permet de comprendre un peu plus d'où l'on vient, où on va. Les moines avaient des livres très anciens qu'ils recopiaient, donc ils avaient cette force d'avoir des bouquins en plus, mais globalement, l'homme médiéval, de manière globale, vraiment, il avait une connaissance botanique qu'aujourd'hui on a vraiment perdu et qu'on s'acharne pour certains à retrouver. Une connaissance botanique que Stéphane initie au groupe de visite, notamment en leur présentant les bienfaits de la médecine par les plantes. Donc, qui veut manger l'ortie crue ? J'en étais sûr. La médecine moderne commence un petit peu à arriver à saturation, je dirais. Et la médecine par les plantes ou se nourrir avec des plantes sauvages, ça revient au goût du jour. Pas que pour un effet de mode, pas parce que c'est rigolo, pas parce que c'est gratuit, non, parce qu'effectivement, on pratique une résilience vraiment intelligente qui nous permet de s'affranchir de traitements qui n'ont plus cours parce que dangereux, avec des dégâts collatéraux que l'on n'aura quasiment jamais avec les plantes sauvages. Donc pour des pathologies légères, moyennes ou même lourdes, les plantes seront toujours là pour nous accompagner tout le temps. Vous prenez, pour faire court, 3 plantes très basiques, très connues comme l'ortie, la berce et le pissenlit. Et s'il ne fallait manger que ça sur une année, à ne faire que ça pour s'amuser, assassiner le terme, nous n'aurions aucune carence alimentaire. Toutes ces plantes sauvages autour de nous, sur lesquelles nous piétaillons, là, elles nous collent, ces plantes, elles sont vraiment à notre service. Eh bien, profitons-en. Comprendre la vie médiévale tout en faisant la connaissance de plantes sauvages, saines et ne produisant aucun dégât collatéral dans leur consommation, voilà de quoi satisfaire tous les visiteurs du château. C'est la fin de ce journal. Belle soirée avec TV78.